je risque également financier, surtout. Donc là, je tiens à la saluer Michel Reynaud, qui a pris ce risque de publier cette histoire qui n'intéressait pas grand monde et qui était, je ne vais pas dire délaissée par les intéressés eux-mêmes, mais qui n'était pas d'une énorme acuité, on va dire. Alors, quelques mots de présentation. Je suis professeur des écoles retraité, licence d'allemand, master d'histoire contemporaine, et je ne travaillais pas du tout autrefois sur ces sujets-là. Mais quand j'ai découvert qu'au bout de ma rue, il y avait une entreprise, enfin un atelier de confection déclaré juif et qui a été organisé, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions et aux conflits contemporains du XXe siècle plus largement. Et je me suis rendu compte que dans l'arrondissement où j'habitais, il y avait eu une grande rafle de juifs le 11 septembre 1942. 14 personnes avaient été arrêtées, mais je m'étais rendu compte aussi, en mettant les chiffres les uns à côté des autres, que 15 tziganes avaient également été arrêtés. Donc je ne pouvais pas parler de persécution raciale dans l'arrondissement de Douai si je négligeais complètement ces questions-là. Et c'était le début de ma recherche en fait. Alors d'abord, il a fallu que je comprenne qu'est-ce que le tzigane, parce que tzigane, c'est un terme qui revêt beaucoup de réalités différentes. Donc moi, pour écrire, pour faire cette recherche, et pour l'écrire, pour l'analyser, en fait, je suis partie du Z Zigeuner, qui est la catégorie du bourreau, puisque les gens arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique ont été arrêtés en tant que Zigeuner. Alors, les Allemands ne veulent pas du tout de ce terme-là, parce que Zigeuner en Allemagne, c'est vraiment une injure, une insulte. Et là, il n'y a pas l'année dernière, nous étions à Berlin, Benoît et moi, et en descendant dans la station de métro, tous les jours était placardé un autocollant Scheiß Zigeuner, c'est-à-dire les tziganes, c'est de la merde. Donc tous les jours, on faisait l'autocollant. Donc ça veut dire qu'en Allemagne, ce terme Zigeuner, c'est un terme à bannir. Donc on parle de Sinti und Roma. Mais moi, quand je discute avec les descendants des familles concernées par le convoi Z, ils me disent non, on n'est pas des Roms, on n'est pas des Sinti. D'autres me disent, non, on est des Hongrois. D'autres me disent, non, on est des Malouches. Bon, donc là, il a fallu que je fasse un peu le tri dans toutes ces représentations, et certains me disaient, non, on est des Gitans. Alors, comment s'y retrouver? Alors, d'abord, je vais vous montrer une carte. Alors, c'est une carte des migrations des tziganes, parce que essentiellement les linguistes du XIXe siècle ont retracé l'histoire de les itinéraires de ces migrations à partir du langage et à partir d'une langue originelle et avec les termes qui ont enrichi leur langue. Alors, donc il est établi que ce peuple est arrivé vers le Xe siècle du nord-ouest de l'Inde, et donc qui correspondrait à ces fameux Indo-Européens qui plaisaient tant aux nazis. Et alors quand vous voyez toutes les flèches là, donc certains sont partis vers la Hongrie, sont passés dans les territoires germanophones, d'où les patronymes portés par certains, essentiellement donc Sinti ou Manouche. Hoffmann, Django Reinhardt par exemple, lui fait partie des gens qui ont pris cet itinéraire. Certains sont partis vers le sud, remontés vers l'Andalousie, et pour schématiser, vous avez Manitas des Platas, et là, ce groupe se dit gitan. Voilà. Alors, certains se disent hongrois aussi parce qu'ils sont arrivés chez nous en France
au moment de l'abolition du servage par l'impératrice d'Autriche-Hongrie. Donc ils se disent hongrois, ils se disent pas romains. Donc vous voyez toute la difficulté de ce peuple, un peuple, alors je dis un peuple, plusieurs peuples, et qui se sont agrégés donc à une culture, à leur culture propre ou originelle, des modes de vie. Alors, on retrouve la musique qui change, donc entre Maïtas et Platas et Django Reinhardt, vous avez des musiques complètement différentes. Donc vous avez une unité, mais qui est une fausse unité en fait, d'où la grande difficulté. Et c'est... comment dire ? Et vous avez aussi ceux qui sont partis vers l'Angleterre, qu'on appelle les gypsies aussi. Voilà, donc la grande difficulté. Là, vous avez une carte avec l'arrivée des tziganes en Europe, donc 14e et 16e siècle. Et là, j'ai fait un focus sur la région que j'habite et qui m'intéressait beaucoup pour le convoi Z. Donc, vous voyez, une arrivée dans la première moitié du XVe siècle. Ce qui fait que ceux qui sont arrivés chez nous, en fait, ont une présence multiséculaire chez nous, même si certains veulent leur dénier cette ancienneté et ont dénié aussi la nationalité française pour ceux qui étaient en France ou la nationalité belge, etc. Donc voilà simplement pour ça. Alors, j'ai envie de dire aussi, alors c'est vrai que moi quand j'ai commencé cette recherche, je me suis un peu focalisée sur cette origine étrangère exotique et qui faisait beaucoup rêver les peintres du XIXe siècle, les belles Andalouses, etc., le voyage en roulotte. Donc il y avait ce côté exotique qui plaisait beaucoup. Et en fait, quand on regarde, et là je suis en train de regarder de très près les arbres généalogiques de toutes les familles qui vont après composer ce convoi Z, ben, je m'aperçois que se sont agrégés à ces familles qui ont une origine commune, se sont agrégés des gens du pays. Là, par exemple, au Point du Nord, où on était il n'y a pas très longtemps, où il y a une stèle commémorative qui a été érigée, on s'aperçoit que c'était l'une des familles produisait des poteries et en fait ont pris la route en fait pour leur commerce, puisque au 19e et première moitié du 20e siècle et même après, les colporteurs faisaient partie du paysage. Et ça n'avait rien d'étrange, rien d'étonnant. C'était un type de commerce très, très répandu dans les villes ou les campagnes, les ferrailleurs, ceux qui ramassaient les chiffons, les étameurs, etc. Donc là, je me suis rendu compte que l'appellation tzigane ne définissait. Il fallait être beaucoup plus mesuré et beaucoup plus nuancé quand on utilisait le mot tzigane. Alors bien sûr, il y a des mots qui sont très très péjoratifs. On ne parle plus maintenant de Romain Michel ou de Bohémien. Et ça a beaucoup fait fantasmer la presse au début du fin 19e et au début du 20e siècle. Et donc on a une population qui s'est agrégée des éléments que j'ai envie d'appeler autochtones en fait. Et ça, on s'en rend compte quand on met au point les arbres généalogiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on était dans la constitution des États-nations et où les frontières se marquaient beaucoup plus précisément, les États ont voulu maîtriser la circulation de leurs ressortissants. Il faut dire aussi qu'il y a eu la défaite franco-prussienne de 1871
Et ces gens-là qui avaient par moments, à l'intérieur d'une même famille, avaient des gens qui étaient nés en France mais d'autres en Allemagne, l'État français se demandait pour qui ils allaient tenir. Et si ce n'étaient pas des espions potentiels, et c'était des gens qui voyageaient, et on ne savait pas si on pouvait compter sur eux. Donc il y a la volonté de maîtriser les mouvements de population fin 19e, essentiellement, début 20e, et donc dans le but de contrôler aussi. Il faut voir aussi qu'en France, l'exode rural est très très important. Les campagnes, je ne vais pas dire qu'elles se vident, c'est pas ça, mais beaucoup de gens des campagnes vont à la ville, rejoignent les usines. Donc là où il suffisait de la parole donnée dans un village pour dire oui, il s'appelle un tel, il est fils d'eux, ça ne suffit plus à cause de cette mobilité. Et les premiers qui ont fait les frais d'une reconnaissance avec un papier d'identité, et bien, ce sont des gens tels que la bande à Bono, donc ceux que je vais appeler, mais sans être péjoratif, des bandits de grand chemin, ceux que l'État appelait une population flottante, mais aussi les nomades. Alors, est arrivé, donc, alors il y a eu d'abord ce qu'on appelle la dactyloscopie, la science policière, enfin, ou on va appeler police scientifique, a fait d'énormes progrès avec le dénommé Bertillon, où on s'est rendu compte, la police s'est rendu compte que chacun avait des empreintes digitales et personnelles. Donc à partir du moment où on avait les empreintes digitales de quelqu'un, on pouvait l'identifier à coup sûr. La photographie n'était pas encore développée à la fin du 19e. Donc est arrivé ce qu'on appelle la loi de 1912, et où les Romanichels, Polémiens, nomades ont été tous recensés. Alors nous sommes en 1912, c'est la République, donc on ne peut pas faire de recensement à caractère ethnique. Là, je vous ai donné un extrait du bulletin des communes. Donc le bulletin, c'est pour permettre aux mairies d'appliquer les lois, les décrets et bien en comprendre les nuances. Donc il est dit que les nomades, ceux qui sont identifiés par rapport à leur mode de vie, donc ce sont des itinérants. Bon, actuellement on a les gens du Valgage, on n'est pas loin. Mais donc de tous ces nomades, ceux qui inspirent le plus de terreur aux laborieuses populations des campagnes, ce sont les vagabonds à caractère ethnique. Donc là, il y a une population qui est clairement ciblée. Donc vous avez toute la déclinaison des termes qui leur est attribuée. Donc citoyens en Allemagne, etc., etc. Donc là, donc ils sont identifiés par rapport à une langue, par rapport à des habitudes, mais pas seulement parce qu'ils voyagent en roulotte ou parce qu'ils sont itinérants et parce qu'ils vendent une production de façon itinérante. C'est donc à l'époque où les Français n'avaient pas de document d'identité. La généralisation des cartes d'identité, on la doit à la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands auraient eu bien du mal pour arrêter autant de personnes et contrôler surtout les personnes arrêtées s'il n'y avait pas eu de carte d'identité. Donc je vous ai dit, les premiers à avoir une carte d'identité, ce sont ces itinérants, ces nomades, et on a appelé ça les carnets anthropométriques. Donc là, vous voyez les 10 empreintes digitales. Vous avez cet homme-là qui est photographié de profil et de face. C'est le même traitement pour les repris de justice qui, eux aussi, ont un carnet anthropométrique. Et vous avez toute une série de caractéristiques physiques, de taille, de signes singuliers, etc., pour vraiment les identifier et ne pas les louper. À droite, ça j'ai trouvé toutes ces photos aux archives départementales de la Nièvre.
Parce qu'il y a donc des séances photographiques pour établir les carnets anthropométriques. Et aux archives de la Nièvre, on trouve énormément d'enveloppes avec toutes ces familles. Voilà. Alors, ce qui se passait, donc ils ont un carnet anthropométrique, des documents d'identité réservés seulement aux délinquants et aux nomades, mais en plus, eux, ont une plaque sur leur véhicule pour les gens ne vont pas les louper. Donc c'est la loi du 16 juillet 1912 qui leur impose le carnet anthropométrique. Et les familles ont un carnet où tout le monde est regroupé sur ce carnet. Et pour se sortir de cette condition de nomade, c'est très très difficile. Et en plus, on les oblige à vivre en groupe. Et là, vous avez à droite un carnet où il faut viser l'arrivée à la mairie. Et quand on quitte le village ou la ville, il faut également aller en mairie pour acter le fait qu'il quitte la ville. Donc c'est doublement contraignant. Et ce qui fait que très souvent, ils sont dans l'illégalité, parce que pour peu qu'ils arrivent un samedi et la mairie est fermée, la gendarmerie les contrôle, ils ne sont pas en règle. Donc très souvent, à cause de ce système très très contraignant, ils sont dans l'illégalité, condamnés à des amendes, condamnés à la prison, et au point que même certains refusent le carnet anthropométrique. Par exemple, dans le livre, j'ai le témoignage d'Antoine Lagrenet, et Antoine me disait que son père en avait marre d'être contrôlé, on avait marre de ce système liberticide, et au point que il a dit à sa femme, je veux faire une peine de jours de prison, comme ça je serai tranquille, j'en sortirai, mais j'en peux plus ce carnet anthropométrique. Mais rien n'était prévu pour les faire sortir de cette condition-là. Et quand les enfants étaient inscrits dans le carnet collectif, et s'ils se mariaient, ils avaient eux-mêmes un carnet collectif. Alors sinon, il aurait fallu qu'ils se sédentarisent depuis très longtemps, etc. Mais c'était quasiment impossible. Mais se sédentariser, c'est une rupture avec les traditions, un peu un conflit de loyauté aussi. Donc voilà pour le contrôle au début du XXe siècle. Arrive la Seconde Guerre mondiale, et là, il y a une situation qui est vraiment très, très différente pour la France et pour tziganes nomades. Même moi, maintenant, j'hésite à employer le mot tzigane ou nomade. Donc là, vous voyez que tout là-haut, il y a la zone rattachée au commandement allemand de Bruxelles, c'est ce que moi j'appelle la zone rattachée à Bruxelles. En fait, c'est une zone qui est détachée de la France, qui forme une entité avec la Belgique et dépendant directement des lois du Reich. Et les gens du Nord avaient très peur d'être annexés, comme l'Alsace-Moselle d'ailleurs. Et le préfet du Nord avait d'ailleurs mené une enquête et il avait signalé aux autorités Vichy que les gens du Nord se sentaient français et avaient justement très peur de cette annexion. Alors vous avez une espèce de zone interdite, une zone réservée, c'est une espèce de zone tampon. La zone d'occupation allemande, mais vous voyez qu'ils se sont réservés la meilleure partie en France et surtout toute la zone côtière, en prévision d'un débarquement qui pouvait se passer. Vous avez une zone libre, dite libre, ou plutôt zone non occupée, et des gens que j'ai rencontrés qui ont vécu cette situation appelaient cette zone non occupée par dérision la zone nono, parce que pour eux c'était une zone de collaboration et
une zone qui n'avait aucune liberté, et bien sûr la zone d'occupation italienne, mais après ça va changer. Donc il y a cette situation très très particulière qui fait que le Nord-Pas-de-Calais est dépendant du Reich. Alors il faut voir aussi que alors, ce n'est pas dans la convention d'armistice, c'est Hitler lui-même qui avait décidé que le Nord-Pas-de-Calais serait rattaché à Bruxelles. Alors pourquoi? Bon, c'est vrai qu'il a combattu dans les Flandres pendant la Première Guerre. C'était aussi parce que le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique avaient des richesses industrielles importantes, le charbon, la sidérurgie, le textile, le papier. Face à l'Angleterre aussi, face à cette zone de débarquement. Et aussi, ce qu'on trouve, c'est que les gens du Nord seraient acceptables d'un point de vue arianité. Donc, on cochait toutes les cases, j'ai envie de dire, pour être rattaché à Bruxelles et au Reich. Et les autorités allemandes d'occupation s'appuyaient aussi sur les mouvements autonomistes flamingants qui existaient chez nous, mais qui finalement ont eu très très peu d'impact. Mais ils s'appuyaient aussi sur ce qu'on appelait les Volksdeutsche. C'était ces Polonais qui avaient quitté la Pologne, s'étaient installés en Allemagne, après étaient arrivés chez nous dans le nord de la France, essentiellement dans les mines, qui avaient été germanisés quand ils étaient en Allemagne et qui s'étaient installés chez nous. Donc là aussi, c'était les Volksdeutsche, c'était des gens qui étaient des Ariens possibles et acceptables. Donc voilà un petit peu pour vous brosser le schéma, le paysage. Alors, chez nous, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, pas d'assignation à résidence, pas que d'internement. Donc pour les nomades, les manouches, c'était... Alors, en revanche, obligation de se... Et c'est pas dit clairement obligation de se sédentariser, mais interdiction de circuler, comme beaucoup avec le couvre-feu. Donc là, la situation pouvait paraître enviable. En revanche, bon, alors pour la zone annexée par les Allemands, là il y a un doctorant qui est en train de travailler sur le sujet, Théophile Leroy. Mais vous voyez que dans la zone occupée, il y a à peu près une trentaine de camps, essentiellement vers l'ouest, vers la Bretagne, et en zone dite libre. Alors, il y a des camps pour les nomades, mais il y a aussi des camps mixtes, comme Rivesaltes, Barcarès, Argelès-sur-Mer. Il y a un camp modèle, Salier, qui a été voulu par le régime de Vichy. Le régime de Vichy se méfiait des nomades et avait installé à Salier un camp modèle, sauf que les conditions climatiques étaient épouvantables l'été, épouvantables l'hiver, mais c'était le camp modèle, une vitrine pour montrer à quel point Vichy savait s'occuper de ces nomades. Donc vous voyez, l'essentiel est concentré dans la zone non occupée. Alors, dans la zone occupée. Alors, ce sont donc des camps qui ont été décidés par l'autorité allemande, mais gérés par les autorités françaises. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé dans les archives du Nord, en février 1942, un rapport des préfets régionaux sur la gestion des camps. Or, les Allemands veulent bloquer la circulation des nomades, l'interdiction de circuler, mais surtout l'internement, mais ce sont les autorités françaises qui gèrent ces fameux camps d'internement. Ils ont une allocation journalière en fonction du nombre de personnes dans les camps, mais les préfets, parce que ce sont les préfets qui gèrent, et plus les forces de police, ils se rendent compte que c'est impossible de faire,
de faire le minimum vital pour les gens qui sont là. Et les préfets disent aussi que les très grands camps sont très très difficiles à surveiller. Bon, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'évasion. Et pour eux, bon, on dirait actuellement c'est l'école du crime, pas du tout. Pour les préfets régionaux, quand il y a de trop grands camps, la propagande communiste peut circuler très aisément. Donc c'était vraiment un des problèmes pour la gestion des camps en général. Donc les préfets essaient ne veulent pas de trop grands camps. Et c'est aussi pour ça que là j'en reviens strictement à tout ce qui est nomade. Il y a quand même beaucoup de nomades qui arrivent à quitter ces fameux camps à condition de pouvoir prouver qu'ils se sédentarisent, qu'ils ont un logement, qu'ils ont un métier, et ça se passe finalement pas trop mal. Et alors vous voyez, les grands camps, il y a Moidon-la-Rivière, et c'est surtout Montreuil-Bellay, le très grand camp interrégional où il y a eu 1000 personnes, 1100 à peu près, au grand maximum, au plus fort de l'occupation de camps. Mais très très vite, il y a des camps qui ont été démantelés pour les envoyer sur d'autres camps, mais il y a eu aussi beaucoup de nomades qui ont pu quitter ces camps. Alors c'est pour ça, là, je fais une petite parenthèse, parce que dans le monde de la recherche sur les tziganes, actuellement il y a deux courants. Il y a un courant qui dit qu'il y a une spécificité française, mais il n'y a pas de projet génocidaire. Puisque, bon, c'est vrai qu'il y a eu assignation à résidence, il y a eu camp d'internement, mais les frontières étaient très très poreuses pour ces camps d'internement. C'était les Allemands eux-mêmes qui autorisaient certains de quitter ce camp. On a dans les archives beaucoup de cas de figures de nomades qui ont quitté les camps. Et donc ça c'est... donc je vous dis, c'est cette tendance de dire il y a un projet génocidaire, l'assignation à résidence, l'internement, ce sont les prémices donc, de ce projet généralisé ou qui va se généraliser. Voilà donc Et alors, certains aussi... Donc là, vous avez une fiche avec de l'assignation à résidence. Donc ceux qui étaient assignés à résidence dans un camp, et souvent c'était à côté d'une gendarmerie, donc sont recensés. Donc les tenants de la version projet génocidaire disent les Juifs ont été recensés en octobre 40, les Tziganes, eux, sont recensés pendant la guerre, ils sont même recensés à partir de 1912. Bon, moi je ne suis pas de cette école-là, mais en ce moment, il y a un débat qui agite la sphère des historiens. Et alors c'est vrai que les Allemands, quand ils ont quitté la France, ont détruit beaucoup de documents, et même on a un peu de mal en Allemagne à trouver des documents précis sur l'intentionnalité du projet génocidaire. Et là, donc c'est un petit peu compliqué. De même que, donc, il y a par exemple, en 1943, des nomades qui ont été sortis du camp de Poitiers, envoyés à Buchenwald et Sachsenhausen, mais c'est dans le cadre de l'opération Merschaum, ce ne sont que des hommes, et ils étaient envoyés en tant que main-d'œuvre. Et quand on regarde les archives de Sachsenhausen-Buchenwald, ils sont identifiés en tant que déportés politiques français, mais pas en tant que tziganes. Donc là, je vous disais, donc, il y a deux courants dans la recherche. Et donc, le débat porte aussi sur la spoliation, parce que autant la spoliation des Juifs
a été reconnue quand il y a eu la mission Matteoli, autant pour les tziganes, il n'y a pas eu ce travail-là qui a été fait. Alors, certains s'appuient sur la spoliation en tant que telle, mais d'autres s'appuient sur une spoliation inhérente au projet génocidaire. Donc là, il y a un débat qui est un peu houleux, j'ai envie de dire. Mais là, moi, pour qu'il y ait un réel débat, il faut qu'il y ait des archives posées sur la table. J'en reviens au Nord-Pas-de-Calais. Monique, concernant le convoi du port de la route de Poitiers, de Limoges à Poitiers, effectivement, il y a des internés tziganes qui ont été en camp de concentration. Alors, que ce soit pour leur race ou pour leurs idées politiques, ils n'en ont pratiquement pas retenu, quoi. Oui, exact. Ils ont été exterminés. Exact. Alors, c'est quand même des débats stériles, quoi. Oui, alors il peut y avoir ce que j'appelle le projet génocidaire, l'intentionnalité, et il y a aussi la mise au travail que certains historiens, et ça j'accepte, enfin je suis d'accord avec ces termes, c'est ce qu'on appelle l'esclavage extraction. On les tue au travail. Bon, donc là aussi, il y a des nuances à apporter. J'en vais au nord. Donc, voilà, donc le Nord-Pas-de-Calais, vous voyez, tel qu'il était rattaché à la Belgique, vous voyez, avec les commandants tours. Alors on voit bien qu'il y a une ligne continue au sud du Pas-de-Calais et du Nord. Normalement, il n'y avait aucune communication, et là, il y a des pointillés pour les autres zones, puisque là, ça pouvait communiquer. Alors, quelle était la situation en Belgique? Alors, en Belgique, à partir de 1903, il y a donc une carte d'identité avec photographie et aussi empreinte digitale. Le système Bertillon, avec les empreintes digitales, a fait des petits un peu partout dans toute l'Europe. Donc, pour ceux qui vivent de façon nomade, vivent sous le régime de la feuille de route. Donc il y a une carte d'identité, il y a des dossiers à la police des étrangers à Bruxelles, et ils doivent renouveler régulièrement leur feuille de route. Sinon, oui. C'est 1903 ou 1933? 1933. D'accord. Ah ouais. Donc à partir de... Oui, ce sont des dates effectivement qui sont parlantes. Donc, en 1933, il y a des renforcements de la sécurité des contrôles. Donc, il y a cette carte d'identité. Après, il y a le régime de la feuille de route qui est renouvelé normalement tous les mois. Voilà, donc ça, c'est Silvio Caroli qui va également être déporté. À partir de 1941, autre document, il y a la carte de nomade que les Flamands appellent la Zigeunerkarte. C'est sans ambiguïté, on traduit nomade par Zigeuner. Alors, ça aurait été officiellement pour rationaliser les distributions de nourriture, où sur une même carte figurent toutes les personnes, donc pour éviter les fraudes. Mais bon, en période de pénurie, qui ne fraudait pas. Donc voilà, c'est à partir de 1941. Alors, ce qu'on remarque, c'est que tous les nomades étaient bloqués en Belgique dans ce qu'on va appeler des campements, en attente de recevoir cette fameuse carte avec le nom de chaque personne. Donc c'est un contrôle supplémentaire. Feuille de route à renouveler régulièrement, plus après la Zigeunerkarte, c'est un contrôle supplémentaire. Et là, donc 1941, on arrive tout doucement vers l'été 42 et l'organisation des grandes rafles. Alors, ce qui arrive aussi, alors là, on n'a pas retrouvé ce qu'on appelle le décret d'Auschwitz du 16 décembre 1942. Le document donc n'a pas été retrouvé, on le connaît par son décret d'application,
Et là, j'ai surligné en jaune, donc in einer Aktion von wenigen Wochen in einem Konzentrationslager. Donc, quand les Allemands mettent en place une opération particulière, ils appellent ça Aktion. Ça veut tout dire, mais c'est une espèce de langage codé. Une action von wenigen Wochen de quelques semaines. Ils vont donc être envoyés dans un camp de concentration pour quelques semaines, mais on ne sait pas ce qui va se passer à l'issue de ces quelques semaines. Ce sont l'un des rares documents dont on dispose justement pour le projet génocidaire. Alors, il est question, ceux qui doivent être envoyés sont les Zigeuner Mischlinge, ce sont les métis. Parce que les Allemands, depuis, ont créé, à partir de 1905, un Zigeunerbuch, un livre des Tziganes, où sont recensées des dizaines et des milliers de familles tziganes avec leur généalogie. Et ils ont estimé, d'après justement ce livre des Tziganes, que 90% des Tziganes en Allemagne n'étaient plus des Tziganes purs. Alors, et à contrario, ça veut dire que ce sont 90% qui ont pollué la race aryenne. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est ceux-là qui ont pollué la race aryenne qui vont être envoyés dans les camps pour qu'il se soit un pays Zigeuner Rhein. Ouais. Mais vous avez bien dit à partir de 1905 ? 1905, oui. Et ça veut dire que les nazis ont utilisé des documents du Reich allemand d'origine, et même sous la République de Weimar, ça a continué. Donc il y a eu une continuité entre les différents régimes politiques jusque Hitler. Et par exemple, là je fais une petite parenthèse, Arthur Nebe, qui était l'un des chefs de la Kripo, la Kriminalpolizei, c'était lui qui, sous Hitler, était chargé des questions tziganes, mais quand on regarde l'histoire allemande, il dit que c'est un opposant à Hitler. Je crois qu'il a été exécuté, mais il est complètement exonéré de son rôle à l'encontre des tziganes, parce que c'était un opposant à Hitler. Mais donc là, il y a vraiment une continuité de l'appareil d'État, quels que soient les régimes. Donc en 1905, il y a les généalogies, après il y a un centre de recherche d'eugénisme et biologie, donc pas de toute façon, mais ces recherches eugéniques en eugénisme, on les trouvait aux États-Unis, on les trouvait en Angleterre, on les trouvait en France. Ça continue. Alexis Carrel, qui a écrit, le nom m'échappe, qui a écrit un livre là-dessus, il dit clairement les handicapés, il faut les gazer. C'est l'homme nouveau, je crois. Non, pas le nouveau. C'est une référence pour être à droite. Ouais. Donc Alexis Carrel, je crois qu'il y a encore des rues Alexis Carrel en France. L'école. Comment ? Il y a même une école. Ouais. Ouais, on en a supprimé pas mal, mais il en reste encore. Donc les théories eugénistes avaient cours dans tout le monde occidental. Voilà. Donc ça a servi sous nazisme. Et là, quand le nazisme a voulu un monde purement arien, donc Zigeunerrein sans tziganes, Judenrein sans juifs, il y avait donc, côté tzigane, la matière pour les isoler. Alors, il était question aussi de Rome, ceux qui venaient de l'Est, ceux qui venaient aussi des Balkans. Voilà. Et alors, c'est pour ça que, et il était question aussi, alors tout à fait en dessous, il était question d'une l'Alerie Zigeunersippen, qui, eux, devaient être traités plus tard. C'était un groupe, le groupe des Lalleries, qui était considéré comme pur.
et que certains nazis voulaient conserver un peu comme un monument historique. Bon, j'appelais ça comme monument historique, comme preuve d'une origine indo-européenne construite, rêvée. Mais quand il y a eu les grandes rafles en Allemagne, ceux qui les ont arrêtés n'ont pas fait la distinction. Et dans les camps de concentration, et à Auschwitz, il y a des tziganes allemands qui ont écrit en disant « mais nous on vient de tel groupe, on a combattu en 14-18, on a combattu en 1870, mais ils sont restés à Auschwitz. » Et il y a eu l'extermination. Donc oui, alors, ce qu'on remarque quand même aussi par rapport à la Léry, c'est qu'il y a eu au niveau du Reich, tout le monde n'était pas d'accord sur le traitement à employer à l'encontre des tziganes. Donc il y a eu des moments de flottement. Mais le problème, c'est que les historiens aiment bien les documents. Et là, on trouve très très peu d'archives. Alors par rapport à le débat qui a agité les historiens entre l'intentionnalité, la fonctionnalité, c'est un débat qui agite encore le monde des historiens. Alors, le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique ont été touchés par le décret d'Auschwitz, mais plus tardivement. Il y a un effet retard. Donc, il y a une circulaire de mars 1943 qui dit que le décret d'Auschwitz est étendu au Nord-Pas-de-Calais et à la Belgique, et également aux Pays-Bas. Donc là, vous avez une carte avec les principaux lieux d'arrestation. Alors, ceux qui sont de Mazet et Hasselt, en fait, ce sont des familles allemandes qui sont passées de l'autre côté de la frontière et qui ont espéré échapper au rafle. Voilà. Et également, alors vous voyez, il y en a qui sont en tournée, mais on voit toujours un peu ce basculement facile de passer d'un pays à un autre ou d'une région à une autre, et cette possibilité de fuir en cas de danger. Alors là, j'ai repris avec plaisir une affiche du film de Tony Gatliff, parce que Tony Gatliff s'est inspiré d'une histoire réelle, celle de Joseph Toloche. Alors c'est une famille belge qui se retrouvait au camp de Montreuil-Bellay, qui a eu un itinéraire un peu varié, qui s'est retrouvé au camp de Montreuil-Bellay et qui a fait des pieds et des mains pour sortir de ce camp, en fait. Parce qu'il savait que dans le Nord-Pas-de-Calais en Belgique, il n'y avait pas de camp d'internement, il n'y avait pas d'assignation en résidence. Ils ont écrit au consul de Belgique, il y a 9 chefs de famille qui ont signé une pétition pour le consul de Belgique. Le consul de Belgique a vu après le préfet du Maine-et-Loire, mais ils n'ont pas attendu, ils sont partis. Donc ils sont remontés dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais, et c'est là où ils ont été arrêtés, dans le convoi Z du 15 janvier 1944, et déportés à Birkenau. Contrairement au film, il a survécu. Ouais, Joseph Toloche a survécu. Alors, il a survécu, mais alors dans des conditions extrêmement difficiles, parce que lui a été considéré comme apte au travail. Il a été sélectionné donc à Buchenwald et envoyé au camp de Mittelbau-Dora. Mittelbau-Dora, c'est là où les Allemands fabriquaient ces fameuses armes secrètes, les armes de représailles, les V1 et V2, qui étaient destinées à pilonner l'Angleterre. Et des gens comme Joseph Toloche, sans qualification particulière, n'étaient pas affectés aux travaux d'électricité ou des travaux d'ingénieurs. Ils étaient employés à des tâches de terrassement. Et Mittelbau-Dora, c'était un camp qui était souterrain, et les déportés, quand il y a eu la construction du camp, ne remontaient pas. Et certains sont restés plusieurs mois sans voir la lumière du jour. Et donc Joseph Toloche a survécu. Avec quelques-uns, j'ai relevé 22 tziganes envoyés au camp de Mittelbau-Dora. Alors il y a un dictionnaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps, grâce au centre de recherche de la Coupole,
les 9000 déportés de France, français ou arrêtés en France, qui habitent à Odora. Alors, ceux qui sont donc arrêtés vont transiter par la caserne de Saint. La caserne de Saint est ouverte fin juillet 1942. Tout ce qui était déportation raciale transitait par Drancy, mais le Nord-Pas-de-Calais ne transitait pas par Drancy, a transité par la caserne de Saint, qui est ouverte donc fin juillet. Et alors là, c'est l'unique photo de la caserne de Saint. Et là, ça correspond à l'arrivée. On a quelques rares photos de Saint, mais photos de l'extérieur, ou une photo où on voit des juifs qui sont humiliés. Mais là, du bâtiment lui-même, c'est la seule. Les tziganes étaient dans le fond, au deuxième étage. Alors, par moment, on les faisait. Alors, ils étaient 351 sur 2 salles, peut-être. Ils sont des paliers qui n'étaient pas changés. De temps en temps, les gardes les faisaient sortir, ils les lavaient au jet d'eau. Donc, les conditions étaient particulièrement difficiles. Oui, ça, c'est la caserne de Saint telle qu'elle est aujourd'hui, et ce sont des logements très, très chics. Et à côté, il y a un musée qui existe avec le mur des noms, et il cherche à avoir un maximum de photographies. Alors, vous avez ici ce qui a été ma base de départ quand j'ai voulu travailler sur le convoi Z. Parce que ce convoi Z a été constitué à partir d'une liste de 351 personnes. Donc voilà la liste telle qu'elle se présente dans les archives, où les gens ont un numéro, leur identité, leur date de naissance et lieu de naissance. Là, vous voyez tout en bas Édouard Peterbeau, qui est né à Montlhéry, ça veut dire qu'il est né dans un camp d'internement français. Donc il fait partie de tout ce groupe de Montreuil-Bellay qui remontait dans le nord, parce qu'ils étaient à Montlhéry, après ils sont allés dans Montreuil-Bellay. Voilà, donc, alors, certains me disent, mais Monique, t'écris 351, puis par moment tu parles de 352 et 353. Alors, effectivement, il y a une liste de 351 noms. Il y a une petite fille qui est vraisemblablement décédée pendant le transport parce qu'on ne la retrouve pas à Auschwitz-Birkenau. Et en revanche, il y a 2 autres personnes qui ne sont pas recensées au départ et qu'on retrouve à l'arrivée. Donc il y a en tout 300. Donc il y a donc quelques imprécisions dans cette liste, mais voilà, parce qu'à cause de ce décès, les 2 arrivées qui n'ont pas été recensées, où il y a eu un oubli. Alors ça, vous voyez, c'est une photo qui vient de Westerbork. Pendant très longtemps, on a cru que c'était une jeune fille juive, mais en fait, c'est le convoi du 19 mars 1944 à partir de Westerbork, puisque aux Pays-Bas, il y a également eu un convoi de déportation de tziganes, 245, moins que dans le Nord-Pas-de-Calais, Belgique, mais est parti le 19 mai 1944. Et il s'agit de Stella Steinbach. Et Breslauer est un cinéaste juif qui a tourné des films de propagande sur ordre des nazis et qui lui-même a été déporté et exterminé. Alors, je vais essayer d'abréger, d'écourter un peu. Là, donc, quand ils arrivent au camp de concentration, bon, j'ai pris, on a un peu de photos aussi, donc ça c'est pour eux. Quand ils arrivent, les nouveaux sont rasés, désinfectés, immatriculés, c'est-à-dire ils apparaissent dans un registre d'écrou et ils sont tatoués. Donc tous sont tatoués avec, pour les tziganes, avec le Z devant leur numéro
Et pour les bébés, quand le bras n'est pas assez épais, on tatoue sur la cuisse. Autre traitement spécifique, c'est pour les femmes et les fillettes. À partir de 11 ans, les fillettes sont stérilisées avec une poudre blanche et du formaldéhyde où on sclérose les trompes. Alors là aussi, ça fait débat. Alors, c'est une stérilisation pour que la race tzigane ne se perpétue pas, ce qu'on peut considérer comme un génocide à retardement. Mais en même temps, les tziganes qui arrivent à Birkenau sont concentrés dans un camp des familles. Donc, il n'y a pas de sélection à l'arrivée et ils restent en famille. Donc, les nazis, est-ce que c'est pour qu'il n'y ait pas de nouvelles naissances? Parce que quand on analyse bien les témoignages, les nazis ne prenaient pas les femmes enceintes pour les envoyer dans des camps extérieurs. Parce que la moitié du convoi Z est décédée au bout de 3 mois à cause des épidémies, de la maltraitance, etc. Essentiellement le typhus, expérience médicale aussi. Et au bout d'un certain délai, donc c'est à partir d'avril, donc ils arrivent le 15, ils arrivent le 17, précisément ils arrivent le 17 janvier 1944 à Birkenau, et à partir d'avril, il y a des sélections qui sont opérées, on les envoie dans des camps de travail, des camps extérieurs. Donc pour Grunwald, pour les hommes, il y a une myriade de camps extérieurs, et Ravensbrück pour les femmes. Et les femmes qui ont accouché ou qui sont enceintes ne quittent pas Birkenau. Et les femmes qui sont encore vivantes sont après éliminées dans la nuit du 2 août 1944. Ce sont ceux qui restent à Birkenau. Et dans la nuit du 2 août, il y a 3000 tziganes qui ont été gazés en une seule nuit. Alors là, vous voyez, quand on parle d'Auschwitz, on ne se rend pas compte qu'en fait, Auschwitz est un complexe concentrationnaire. Alors, il y a des sous-camps. Entre autres, il y avait une mine de charbon qui dépendait d'Auschwitz. Henri Krasukil, dirigeant la CGT qu'on connaît, a travaillé à la mine de charbon d'Auschwitz. Il y a donc des sous-camps. Il y a le KZ d'Auschwitz, mais à l'intérieur de Birkenau, donc c'est là où c'est l'extermination. Alors les historiens parlent maintenant de centre c'est l'extermination industrielle immédiate. Bon, on empile les termes, mais en fait l'extermination a lieu à Birkenau et il y a un camp particulier pour les tziganes où ils sont restés en famille. Là, c'est un zoom plus important sur le camp lui-même. Alors, ce que vous voyez, la voie de chemin de fer qui entre, c'est la ronde de sélection. C'est là où sont sélectionnés les hommes, les femmes, les enfants, les fillettes, qui sont sélectionnés soit pour le gaz, soit sélectionnés pour le travail. Et cette rampe existe seulement à partir d'avril-mai 1944. Donc, l'image qu'on a d'Auschwitz avec ce grand portail oblique et les rails qui passent par-dessous, en fait, c'est une représentation tardive. Une construction tardive, c'est quand les nazis ont décidé d'exterminer les juifs hongrois et que cette extermination industrielle s'est accélérée. C'est là où il y a eu une construction pour les ramener directement vers les crématoires et vers les fosses de crémation. Alors là, vous voyez la myriade de camps qui existaient. Alors, à partir de 1943, les nazis vont beaucoup moins gazer, tout simplement parce que là, en 1943, il y a eu la défaite de Stalingrad,
il y a l'entrée en guerre des États-Unis, ici, et donc le Reich a besoin de main-d'œuvre, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont mobilisés sur le front, donc il faut compenser la main-d'œuvre qui est mobilisée sur le front. Donc les détenus, les prisonniers sont destinés à faire tourner la machine de guerre et l'industrie d'armement. Et j'ai retrouvé aussi beaucoup des femmes tziganes utilisées dans l'industrie de guerre à manipuler des produits chimiques particulièrement toxiques. Et ça, c'était une entreprise allemande, la ASAG, qui produisait du matériel de guerre et qui allait louer auprès des nazis de la main-d'œuvre, et une main-d'œuvre très très bon marché. Donc voilà, c'est une myriade de camps dans le Reich. Buchenwald, donc là vous connaissez cette célèbre phrase, jeden das seine, à chacun son. Oui, donc à chacun son dû. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité. Ça, c'est une photo de propagande, puisque à Ravensbrück ont été transférés des tziganes du convoi Z. Donc là, les femmes sont propres sur elles, l'atelier est très propre. Donc autant se méfier des photos de la Seconde Guerre mondiale, de même que l'album d'Auschwitz est un album de propagande et qui ne correspond pas du tout au témoignage de ceux qui arrivent à Auschwitz. Les témoignages disent « on arrive en enfer ». Sont décrits des hurlements, des coups de bâton, des chiens, et qui ne correspondent pas à certaines représentations. Alors, le bilan. Février 1943, il y a quelques arrestations en Belgique, mais là, ils ne partent pas vers Birkenau. Et l'essentiel, c'est, alors, s'il y a un convoi qu'on peut faire rentrer dans le projet génocidaire, c'est le convoi Z. Et encore, là, je modère mes propos, parce qu'il y a un convoi. Mais il y aurait très bien pu y avoir plusieurs convois et d'autres arrestations. Donc moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi un seul convoi? Pourquoi ils ne sont pas allés plus loin s'ils avaient l'intention de ratisser tout le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique? Et donc sur les 353 déportés mais arrivés, il y a 32 survivants. Le convoi de Westerbork, qui a un peu plus, le pourcentage de survivants est plus important, ne serait-ce que parce qu'ils sont arrivés un peu plus tard dans la chronologie de l'histoire des camps. On a des déportations isolées, et là c'est ce que je me dis au préalable, il y a des déportations à partir de France, à partir de Fort-Barreau, à partir de Mérignac-Poitiers. Et là, il n'y a que 8 survivants, effectivement. Mais aux archives d'Arolsen, qui sont consultables en ligne, on ne les trouve pas en tant que tziganes. Donc c'est là où il y a du flottement et on doit encore plus affiner notre analyse. Alors, dernière partie, c'est une plaque qui a été apposée sur la caserne de Malines, mais en 1995. Elle n'a pas été apposée à la demande des familles tziganes déportées. C'est le comité, j'ai pas de faute, David Suskins, qui a décidé, pour qu'il y ait une équité de traitement, a décidé qu'il y aurait cette plaque pour montrer qu'il y avait des juifs et des tziganes partis de Nossa. Il y a eu une plaque dans les années 1960 à Londres-Sy, c'est le sud du département du Nord. Mais là, vous voyez, ils sont morts le 15 janvier 1944. Donc, quand cette plaque a été gravée, je suppose qu'ils ne connaissaient pas l'itinéraire précis de ces familles. Et ils n'apparaissent pas en tant que tziganes aussi.
et c'était au retour tous déportés, sans distinction. Alors, il y a un travail qui se fait depuis quelques années, et aussi depuis que les archives sont ouvertes aux chercheurs et sans dérogation. Là, vous avez une cérémonie qui a eu lieu à Flas-en-Escrebieux, à propos de la rafle du 23 novembre 1943. Et là, il est bien dit que c'est une famille tzigane qui a été arrêtée et déportée. Et avant-dernière photo, là c'est une stèle érigée depuis ce printemps. Alors, ils ont été déportés à Auschwitz-Birkenau. La mention tzigane n'apparaît pas, mais la municipalité a mis une roulotte pour associer, pour caractériser en fait ce type de rafle. Donc vous voyez, la mémoire est quand même une mémoire beaucoup plus précise et récente. Cette stèle a été érigée en présence des familles. Ça aussi, c'est ce qui est nouveau. À Flas-en-Escrebieux, c'était avec Antoine Lagrenet aussi, avec une famille. Et enfin, dernière diapo, alors là, vous n'allez peut-être pas très bien voir, mais c'est une archive de Tournai qui montre que les tziganes, quand ils sont arrêtés, ils ont des biens matériels. Bon, ils ont des roulottes, ils ont des chevaux, des animaux de cirque, mais ils laissent tout à cet endroit-là. Et quand les survivants reviennent après-guerre, ils ne retrouvent rien. Et surtout les chevaux qui ont été vendus aux fermiers, qui ont été vendus à certaines entreprises. Et les roulottes, bon, éventuellement ont été récupérées, mais ce sont surtout les chevaux qui ont été récupérés. Et il n'y a pas eu de demande par rapport à cette spoliation. Alors, est-ce qu'on peut parler de spoliation ou de pillage? La spoliation, côté juif, c'est un vol légal, c'est une spoliation avec des articles de loi où les entreprises juives étaient mises en vente et il y a des lois, tandis que chez les tziganes, ça a été laissé à l'abandon ou récupéré et il n'y a jamais eu de travail réellement fait sur la spoliation. Ceux qui ont pu prétendre à une indemnisation, ce sont ceux qui ont été déportés dans les camps, en fait. Voilà.